On plante le décor, c'était pour planter le décor, pour permettre maintenant à notre expert, on va dire notre sociologue qui est sur le plateau, d'en parler avec nous, puisqu'on commence d'abord par l'origine sociale des motos taximans ici à Douala. Oui, s'il faut faire une petite genèse du phénomène de mototaxi, il faut rentrer dans les années 93, 92. C'est vrai qu'il y avait quelques acteurs qui avaient des motos, des mobylettes. Voilà. Mais ces mobylettes étaient utilisées beaucoup plus pour le transport individuel, pour les familles. Les Vespa. Oui. Et en 93, il s'est produit quelque chose, la dévaluation du franc CFA. En 94. 93-94, on a assisté à deux phénomènes, la dévaluation et les plans d'ajustement structurel. La structure qui a fermé aussi en 90. Avec justement les plans d'ajustement structurel, toutes les structures étatiques ont été pour la plupart privatisées. Et ce phénomène a déconstruit l'économie dans la mesure où les personnes qui étaient déjà fortement intégrées professionnellement ont dû être compressées, se sont retrouvées comme ça du jour au lendemain sans emploi. 94, avec la dévaluation, il y a eu des baisses de salaire. Ouais. Je prends le cas d'une enseignante avec qui on causait il y a peu de temps. Elle nous expliquait qu'elle est partie de 210 000 à 66 000 francs. Maman, de 210 000 à 66 000. 210 000 à 66 000. Non, j'en sais quelque chose. Moi, je me souviens, j'étais parent, j'avais des parents fonctionnaires, je me souviens. On a passé des moments hyper difficiles parce que les salaires avaient baissé et on ne mangeait plus comme on mangeait par le passé. C'est un candidat au suicide. 210 000 à 60 000. Ça aurait pu être des candidats au suicide, sauf qu'ils ont donc développé une certaine résilience, qui est cette capacité à rebondir des situations extrêmement difficiles. Donc la résilience de la population s'est traduite par l'insertion dans de nouveaux mécanismes socio-économiques. On a le développement de l'économie informelle qui a commencé à se faire jour. On a vu, par exemple, des femmes qui au bureau venaient maintenant avec des croquettes, les chips. Donc une économie parallèle commençait à se créer. Vous aviez dans des bureaux des femmes qui avaient des bonbons dans des seaux. Dans les écoles, on voyait également se développer ce genre d'activité, des maîtresses qui venaient avec de quoi vendre. On a vu des gens développer d'autres activités, d'autres ont commencé à ouvrir des boutiques, d'autres, les épouses ont commencé à faire des activités à temps partiel. Et les hommes, l'activité qui a commencé à se développer, c'était le transport par moto. C'est-à-dire beaucoup de fonctionnaires qui avaient déjà une moto en rentrant, transportaient une personne, puis ils se rendaient compte que ça donnait un certain revenu. D'autres qui avaient perdu leur emploi ont dû acheter leur moto, mais les motos étaient très chères à cette époque. Donc c'était vraiment ceux qui avaient réussi à avoir une petite cagnotte. À l'époque, une moto, une Yamaha, c'était dans l'ordre de 900 000, de 800 000. Donc c'était hyper cher, c'était pas à la portée de tout le monde. Dans les années 2000, dont l'activité elle existait dans les années 82, 15, 16 jusqu'à 2000, de manière tout à fait parcimonieuse. Ce n'était pas encore le grand phénomène d'effervescence. Les Nigérians ont d'abord facilité avec ce qu'on a appelé le Benskin. C'est une sorte de scooter qui est utilisé, qui a commencé à être utilisé. C'était plus accessible en matière de prix. Donc on a vu un certain boom de ces scooters-là qu'on a appelé finalement Benskin. Et ce qui s'accroissait aussi, c'était les taux d'accidents. Parce qu'au fur et à mesure, on remarquait qu'il y avait des accidents qui se multipliaient. Et le fait que ça renversait beaucoup plus les dames, on a parlé plus de Benskin. Et dans les années 2000, les Chinois ont vraiment démocratisé l'activité, dans la mesure où ils ramenaient sur le marché camerounais des motos bon marché. Vous avez avec 350 000, vous avez une moto, avec 400 000, vous avez une moto 450 000. Et les Camerounais également ont développé l'activité. C'est donc devenu une activité très prisée. Des jeunes qui étaient dans la situation de chômage, c'est-à-dire qui sortaient par exemple du supérieur et qui n'avaient pas d'activité, se sont insérés dans l'activité. Les personnes qui étaient dans des situations précaires, dans des emplois précaires,
ont mobilisé des ressources pour intégrer le secteur et bien sûr les fonctionnaires et d'autres secteurs d'activité, des personnes qui avaient un emploi mais qui estimaient qu'ils n'avaient pas assez de revenus, sont même eux-mêmes devenus des entrepreneurs dans le transport en ayant 2, 3 motos, 4 motos. On sait même que certains hommes politiques ont utilisé le phénomène pour accroître leur charisme. On ne va pas parler de cela, mais on sait que ces personnes ont acheté des motos en grande quantité et ont employé des jeunes pour créer une certaine reconnaissance, pour leur demander d'être loyaux et donc de voter en retour. Donc comme ça que le phénomène s'est démocratisé, il s'est répandu. Et aujourd'hui, l'activité de moto est devenue carrément une activité à part entière dans le paysage socio-économique camerounais. D'ailleurs, dans les années 2010, je crois 2017 ou bien 2013, le président de la République va même reconnaître l'activité en disant qu'il faut des plans de sécurité sociale pour ces travailleurs-là. Il va même parler de la CNPS, accessibilité à CNPS. Ça a mené les réformes qu'on connaît aujourd'hui avec la cotisation volontaire qui est aujourd'hui accessible à tout le monde. Donc, l'activité de moto-taxi n'est plus seulement un refuge pour se faire des rallonges à la fin du mois. C'est devenu une activité économique à part entière. Wow. Vraiment bravo pour le développement. Hein. Mais il y a un endroit où vous avez dit que quand les Chinois sont entrés avec les motos, vous avez omis de dire que les Chinois sont venus avec des motos qu'ils ont un peu rénovées. Parce que les motos des Chinois, quand ça tombe, ça dit « tombez, 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 tombez ». There's this other bike. They used to talk. What? There was a popular bike that each time when you climb on it, it's going to make it sound like kinky. Is it kinky? Like Naofang motor. Naofang motorcycle. Wow. Now, Mr. Jonathan, I know that in a town like Douala, is it true? Maybe you might have taken bike, like one. Nobody can tell me that he or she has never taken a bike. I came here with bike. Okay. What impact has motorcycle have so far in your life? Like the impact of motorcycle to us. What positive impact? Let me just put it like that. Like how has it helped you so far since the arrival? So the impact is huge, but I speak in French. So l'impact dans la vie quotidienne est tellement important qu'aujourd'hui, avoir adopté une politique de limitation de l'activité de mototaxi peut avoir un autre effet sur les activités connexes. Je prends le cas, par exemple, des Bayam Selam. Plusieurs Bayam Selam qui habitent des quartiers, parfois sur le plan de l'infrastructure routière, qui sont peu accessibles. Ces femmes-là utilisent les mototaxis pour ramener la marchandise à la maison, qui est généralement le lieu de stockage. Donc vous avez ces femmes-là qui sortent parfois très tôt le matin. Et quand elles se réveillent très tôt le matin, il n'y a que les mototaxis qui peuvent les amener vers le marché. Parfois, c'est les grands marchés, marché central, marché Sandaga, et qui peuvent acheter la marchandise. Elles peuvent acheter la marchandise et ramener vers leur lieu de stockage, qui sont parfois leur maison. Donc, si aujourd'hui il faut regarder en termes d'impact, vous avez sur le plan économique, ils ont un apport considérable. Vous avez parfois aussi des personnes comme nous, vous et moi, qui ont des rendez-vous d'affaires importants. Alors là, si vous sortez avec votre véhicule, vous vous rendez compte que ce sera quasiment mission impossible parce qu'aujourd'hui, la ville de Douala est une ville, une grande ville, ce n'est pas seulement Douala et Yaoundé. Vous avez le phénomène d'embouteillage qui est devenu un phénomène qui limite les capacités de mobilité. Donc il y a beaucoup de personnes qui, pour faciliter leur déplacement, empruntent la moto pour aller à des rendez-vous importants. Vous avez également les élèves, les étudiants. Les élèves et les étudiants, il est aujourd'hui de notoriété que le moyen de transport par excellence de cette catégorie-là, c'est la moto. Donc si vous excluez la moto, vous avez tout ce pan-là qui va devoir s'habituer à un nouveau mécanisme. Il faut noter que tout ceci va avec le fait que la planification urbaine dans nos villes n'a pas tenu compte de la densité sociale qui allait y sévir. Aujourd'hui, vous avez plus de population. Donc, s'il fallait simplement utiliser les transports en commun ou bien les véhicules particuliers,
le matin pour amener vos enfants, pour conduire vos enfants à l'école, ce serait vraiment très difficile s'il n'y avait pas de motos. Mais Jonathan, en même temps, est-ce qu'on va dire que ça serait vraiment très difficile? Aujourd'hui, il y a les motos qui ont terni le travail des taximans. J'étais enseigne que beaucoup de taximans sont rabattus dans les motos. Parce que je dis que s'il n'y avait pas les motos, ça allait être difficile. S'il n'y avait pas les motos en même temps, il va y avoir la circulation fluide. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le fait que les motos ont tué le travail des taximans, est-ce qu'on va dire que c'est inconvénient ou avantage? Est-ce que d'une part, ce n'est pas aussi vraiment un manque à gagner? Bon, ce n'est pas tant les motos qui ont tué l'activité du taximan. C'est la question de la planification urbaine qui n'a pas été très bien réalisée. Oui. Parce que s'il y avait une très bonne planification urbaine, les motos ne seraient pas en train de se faufiler entre les taxis. Les motos auraient des voies, comme on voit dans certains pays, auraient leurs voies. Et c'est ces voies-là que ces motos emprunteraient. Et il y aurait une discipline pour que les motos ne violent pas ce code-là. Donc aujourd'hui, dans nos villes, malheureusement, c'est un cafouillage. Quand vous êtes sur la chaussée, vous avez les mêmes rues qui sont empruntées par les motos, à la fois par les motos et les véhicules. Et il faut noter qu'on a, avec la densité sociale, on a aujourd'hui dans les grandes villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, on a un taux d'augmentation de transport de véhicules qui est impressionnant. Si bien que le soir, quand vous rentrez, faites juste une expérience. Vous regardez comment ici à Akwa ça se passe. Vous allez voir que pour partir d'Akwa à rien que la Deido, c'est un parcours du combattant. Si vous avez votre véhicule, il y a des gens qui préfèrent rester au bureau beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire partir un peu plus tard simplement parce qu'ils attendent que ça se décongestionne. Voilà. Donc, dans ces conditions-là, le taxi n'est plus compétitif. Voilà. Ce n'est pas la moto qui empêche le taxi de fonctionner, mais c'est que là, si vous prenez un taxi, vous savez que vous serez dans l'embouteillage pendant au moins 3 heures. Donc, il vaut mieux prendre une moto. Donc, vous rabattez sur la moto en étant rationnel. Ce n'est pas la moto qui tue le taxi, c'est simplement les conditions objectives dans lesquelles le taxi se déploie. Okay. Now, don't you think that since the arrival of commercial bike riders, especially here in the city of Douala, the rate of accident deaths, theft has increased so far? Oui. Les accidents, effectivement, avec les motos, il y a d'abord un gros problème. Et c'est d'ailleurs pourquoi le chef de l'État avait demandé que l'activité soit beaucoup plus encadrée et qu'il y ait des éléments pour permettre à ces personnes d'avoir une carrière qui leur garantisse un avenir un peu plus serein, c'est-à-dire avec la cotisation sociale, l'accès aux assurances. En fait, le grand problème, c'est que beaucoup entrent dans l'activité de mototaxi sans avoir une réelle formation à la conduite. Vous avez des personnes, 80% des mototaxis n'ont pas de permis. N'ont pas de permis. Et l'une des activités de formalisation qui avait été engagée par à la fois les syndicats et plusieurs organisations, et quand vous voyez même les banques de temps en temps préconisent cela pour les bancariser, c'est que ces derniers soient formés à la conduite dans des auto-écoles. Donc on leur propose généralement d'avoir un permis dans leurs associations, dans leurs syndicats. Mais vous allez remarquer que chaque fois que l'action est lancée, il y a une grosse résistance de la part de ceux qui pensent qu'ils ne peuvent plus perdre un certain précieux temps pour qui leur servira à gagner de l'argent pour aller apprendre à conduire. Donc ces individus-là posent une résistance et ces individus, malheureusement dans un tel contexte, c'est la porte ouverte à toutes sortes d'individus qui malheureusement n'ont pas la conscience de chauffeurs professionnels. Mais on remarque quand même aussi aujourd'hui, on sait le phénomène moto-taxi dans l'arrière du pays pour sortir les tomates, les bananes, etc., du manioc des champs, avec les mauvaises routes, c'est les motos qui sont accessibles à ces cultivateurs, à ces producteurs. Voilà. Et maintenant, comment donc faire, c'est-à-dire sur le plan, par exemple, social, quand je vais y parler de cette ambiguïté de relation entre moto-taximan et autorité administrative, puisque tout à l'heure vous étiez en train de parler du fait qu'il n'ait pas le permis de conduire, etc. Pour la plupart. Voilà. Et cette ambiguïté de relation entre moto-taxi et l'administration.
Comment ça Oui, il y a une véritable relation ambiguë entre les deux. Oui. Il y a une véritable relation ambiguë. Il y a une relation d'abord, elle est opportuniste pour les autorités parfois, parce que les autorités prétendent parfois réguler le secteur, mais en fait, quand vous remarquez que le taux d'obtention des permis ou bien le taux de détention de permis par les mototaxis est faible, vous comprenez que ce n'est pas un réel effort de régulation. En fait, c'est des logiques de contrôle que l'administration a sur les mototaxis. Logique de contrôle parce que les mototaxis sont devenus carrément un acteur, on a dit, politique. C'est un acteur politique. Quand vous regardez le nombre de mototaxis, on estime aujourd'hui qu'il sera près d'1 million d'individus ou deux dans notre pays. Donc, vous avez ce nombre impressionnant de personnes qui sont sur la moto. Et c'est des individus qui ont une psychologie particulière. C'est des frondeurs de première catégorie. Voilà. Au moindre dérapage avec les forces de l'ordre, ils seront les premiers à se retrouver dans la rue. Donc, les autorités adoptent une logique de contrôle qui consiste à quoi? C'est simplement parfois de maîtriser les groupes de mototaxis. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont été organisés avec les chasubles, avec un ensemble d'éléments qui leur permet d'avoir des matricules, d'être mieux contrôlés par les autorités, qui permet d'être mieux surveillés par les autorités. C'est-à-dire la logique derrière, c'est plus la surveillance et le contrôle. Maintenant, est-ce qu'il y a un effort de régulation? Pas vraiment, il n'y a pas d'effort de régulation. Parce que s'il y avait un effort de régulation, ça passerait par exemple, les formations, ça passerait également par une bancarisation obligatoire, ça passerait par des éléments comme le contrôle des assurances, d'un ensemble d'éléments qui sont importants pour la moto. Or, là, vous avez une logique de surveillance. Et en plus, parfois une logique, j'ai parlé de logique d'un rapport opportuniste. Dans la deuxième logique, c'est une logique de rentabilité. En fait, au niveau de l'État, vous avez les mairies qui ne contrôlent les motos que pour regarder s'ils ont payé les impôts. C'est un peu aberrant. Vous avez un individu à qui vous demandez de payer l'impôt, mais vous ne vous assurez même pas s'il a le permis de conduire. Vous ne vous assurez pas s'il est assuré. Vous ne vous assurez pas. En fait, le basique, ce qui pourrait améliorer ses conditions. La mairie devrait l'accompagner dans son assurance et dans l'assurance. Oui. Comment on appelle ça? La cotisation. Les cotisations retraite volontaires qui sont mises à disposition par la CNPS ou bien tout autre organisme. Normalement, dans le cadre de la régulation, ça irait vers la formalisation de cette activité. Or, on voit que les logiques derrière, c'est les logiques de surveillance et les logiques de rentabilité de l'État. C'est-à-dire l'État, dès qu'ils ont pris l'impôt, ils se sont assurés que ces gens sont à des lieux localisables, c'est des gens identifiables. Ils se disent, bon, c'est bon. Ils peuvent exercer comme ils veulent. Ce n'est donc pas un travail véritable de régulation qui est mis sur pied. C'est un travail qui ne sert que les intérêts de l'État et qui ne garantit pas à ces gens forcément d'exercer avec toute la sécurité qui va dans une activité. Or, c'est aujourd'hui une activité économique à part entière dans notre pays. Et c'est même devenu à un niveau où, aujourd'hui au Cameroun, pour savoir si un benchina le permis, c'est la cicatrice. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui a chanté qu'il ne faut jamais faire confiance à un benchina qui n'a pas de cicatrice. Mais ma question c'est, est-ce que la moto, c'est quelque chose de dégradant? Parce qu'il y a une vague de population qui, quand on te voit sur la moto aujourd'hui, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Quand on te voit sur la moto aujourd'hui, on te juge, on te catalogue. Tu prends le benchina. Est-ce qu'on peut dire que la moto est quelque chose de dégradant? On va voir aujourd'hui un monsieur comme vous, un sociologue. Il y a des directeurs, vous l'avez dit, qui peuvent prendre la moto quand c'est fort. Mais il y a des gens qui disent que s'il était tel, pourquoi il prend la moto, pourquoi il prend le benchina? Est-ce que la moto est quelque chose de dégradant pour notre pays? Les stigmates sur la moto existent effectivement. Il y a des stigmates sociaux qui sont portés sur la moto, c'est-à-dire quand vous êtes un benchina, tout le monde dit c'est un benchina. Voilà. Mais ça avait la connotation de rébut ou bien de marginal social, socio-économique. Ça avait cette connotation jusqu'à une époque proche. C'est-à-dire avant, quand on disait c'est un benchina, ça donnait l'impression que c'était un laissé pour compte. Voilà. Ce n'est pas un individu qui compte. Voilà. Mais l'image change de plus en plus. Pourquoi? Parce que les succès économiques transforment de plus en plus l'image qu'on a du benchina. Quand je parle des succès économiques, ce n'est pas des fortunes terribles. Mais c'est des réalisations qui amènent quand même à revaloriser la profession. Vous avez aujourd'hui des benchina qui ont
acheté des terres, c'est-à-dire sont devenus propriétaires immobiliers et ont investi dans le secteur immobilier. Oui. Ils sont devenus des bailleurs. Beaucoup même. Et ils ont fait leur vie, ont envoyé des enfants à l'école qui, eux, sont devenus également des personnes respectables dans la vie. Ça a changé l'image qu'on a du Ben Skinner. Ce n'est plus le laisser pour compte, ce n'est plus celui qui survit ou bien qui vivote pour s'en sortir. Voilà, qui dort dans les stations. Tout à fait. C'est devenu un individu qui a une certaine logique, une certaine rationalité. Et c'est un individu de plus en plus qui gagne en respect. Par exemple, moi, j'ai fait une observation. Les dimanches, lorsque vous rencontrez ces Ben Skinner, lorsque vous les rencontrez, pour la plupart ceux qui ne travaillent pas le dimanche, vous avez du mal à reconnaître dans son accoutrement l'individu qui vous dit qu'il fait du Ben Skin. Vous avez du mal. Ça également, dans cette valorisation de soi de certains Ben Skinner, ça a permis de changer l'image que l'on a du Ben Skinner. Ce n'est plus le simple gars avec son gros blouson, son bonnet, ses lunettes, parfois lunettes de menuisier, qu'il va... Non, ce n'est plus simplement cette image. Ils ont travaillé vraiment à ce qu'il y ait une revalorisation de leur image dans la société. Ils portent même les masques. Juste pour embrayer sur ce que vous êtes en train de dire, ils sont quand même le maillot, un maillon de l'économie camerounaise, dans le carburant qu'ils achètent le matin. Oui, l'un des maillons les plus importants d'ailleurs actuellement. Ils font la fierté justement des bénétariats, les tourneaux d'eau, etc. Tout, on les retrouve là-bas. Et ils sont même responsables aussi avec des femmes, avec femmes et enfants. Tout à fait. Et c'est ça qui a changé l'image. Surtout des gens, on a vu des gens avoir des projets de vie et les réaliser. Vous savez, quand au départ, une famille voyait un Ben Skinner se pointer et dire « moi je veux », c'est un moto-taximan pour ceux qui ne savent pas, c'est une expression très camerounaise de dire Ben Skinner, c'est-à-dire un travailleur de moto-taxi. Alors, quand il se présentait devant un parent pour doter la fille, toute la famille disait qu'est-ce qu'il pratique comme activité. Quand on disait c'est le Ben Skinner, on dit oh non, c'est pas possible. Un Ben Skinner. Mais on voyait après que la fille, quand elle arrivait, ce n'était pas sa mine n'était pas la mine d'une personne qui est lésée, qui est affamée. Elle avait plutôt bonne mine. Elle continuait, pour celles qui étaient engagées dans des tontines, elle continuait dans les tontines. Et d'ailleurs, même parfois, les taux de cotisation augmentaient. Voilà. Tout le monde était surpris en disant, mais c'est avec ton Ben Skinner là que ça se passe comme ça. Elle disait, non, regardez encore le Ben Skinner. Donc, ça a changé les perceptions. Ah oui. Ça a changé beaucoup les perceptions. Et quand vous voyez le nombre d'enfants que parfois des responsables de famille qui conduisent le Ben Skinner envoient à l'école, et quel type d'école fréquentent leurs enfants. Une grande école. Vous commencez à comprendre qu'il y a une révalorisation même de la famille avec cette activité. Ce n'est plus l'activité de laisser pour compte comme on le percevait. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui, quand ils entrent dans le Ben Skinner, ils ont maintenant une trajectoire de carrière qu'ils proposent. Ils te disent, je ferai le Ben Skinner pendant 5 ans, après je ferai ci, après je ferai ça. Après voilà. Donc, moi, je connais un Ben Skinner qui a 4 enfants à l'université, université privée. Now, Mr. Jonathan, it's true you've given all the good side of this commercial bike riders scene, but now there's this disturbing question that I used to ask myself, like, what if these bikes were not even existing at all? Maybe I or maybe you would not have been a victim of aggression, torture, and even insult from the bike riders. D'abord, ça arrange. C'est un secteur d'activité concurrent. De dire que les agressions, le monopole augmentent avec le Ben Skinner. Soyons rassurés, ce n'est pas les Ben Skinner qui augmentent le taux d'agression. Les agresseurs utilisent les mécanismes qui leur semblent les plus astucieux pour réaliser leur forfait. S'ils se rendent compte que vous prenez désormais on a aboli le transport par moto et que maintenant c'est par voiture, c'est-à-dire les taxis normaux, eh bien, les agresseurs vont s'adapter à la nouvelle donne. Ils vont utiliser des taxis. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu des enlèvements par taxi, il y a eu des vols par taxi. Plusieurs femmes se font agresser dans des taxis avec de pseudo-passagers qui finalement même aussi avec les motos, parce qu'elle nous a raconté comment un moto-taximan... En fait, je prends l'exemple pour simplement montrer que les agresseurs ont leur propre psychologie. Ils utilisent le mécanisme qui leur semble plus adapté pour leur forfait.
Ce n'est pas la moto qui leur donne l'idée, c'est eux qui choisissent d'utiliser les motos. Donc, le lien qu'on établit généralement entre moto-taxi et agression, c'est un lien un peu trop facile. En fait, les agresseurs se sont rendus compte que les personnes, les habitudes de transport dans la ville, dans les grandes villes camerounaises, sont beaucoup plus à la prise des motos. C'est-à-dire que vous utilisez beaucoup plus les motos. Et donc, ils se rendent compte que ce serait plus facile d'avoir des victimes par ce mécanisme. C'est simplement ça. C'est-à-dire l'opportunité se présente à eux parce qu'ils constatent que les gens prennent le plus de motos. Si on enlevait les motos et que ce serait même dans les bus, ils multiplieraient les agressions. Je prends le cas par exemple en France. En France, le taux d'agression le plus élevé, ce n'est pas sur la route, ce n'est pas avec les motos. C'est dans les métros, c'est dans les stations de métro. Pourquoi? Parce que le taux de personnes qui fréquentent les stations de métro est important. Et ils mesurent les angles morts de la station à partir desquels ils opèrent. C'est comme ça que les bandits, les criminels opèrent. Voilà, on va revenir. Hein. Voilà. On va d'abord, nous sommes allés rencontrer l'homme de la rue, poser cette même question, Bensikin, moto, taxi, bénédiction ou malédiction. Nous sommes descendus dans la rue pour avoir aussi l'opinion publique. C'est la caméra de Jules Epo qui nous ramène ces images. À toutes. S'ils étaient ordonnés, ça serait un métier peut-être où on peut vraiment sélectionner qui dans ce sens. Mais lorsqu'on ne peut pas sélectionner, n'importe qui prend sa moto au même moment, quand il est foiré, quand il peut trouver une moto quelque part, et il monte dessus, il n'y a pas d'ordre dans ça. Si on pouvait organiser ça, et surtout pour l'État, s'ils pouvaient les permettre de faire leur métier hors du goudron, c'est-à-dire nos villes ont des quartiers très éloignés. Pour nous éviter des accidents, ils pouvaient être, par exemple, à chaque marché, pour entrer à l'intérieur, qu'ils essayent de laisser la route libre. Maintenant, même les taximans n'ont même plus le droit de travailler à cause de ces bensikineurs. Et puis, ils ne sont pas professionnels. On est en train de couper les roues des pieds et comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a les embouteillages et qu'ils nous aident à marcher qu'on peut perdre nos vies. Donc c'est plus de malédiction que de bénédiction. Pour moi, je ne dirais pas que c'est une bénédiction ou c'est une malédiction, mais c'est juste une nécessité. Vraiment, c'est une nécessité. Parce que je ne trouve pas en quoi cela peut être une bénédiction, encore moins un avantage. Je ne sais pas quoi. Pour moi, ce n'est pas une bénédiction, pas du tout. Une malédiction. Parce que le bensikin a apporté beaucoup de déstabilisation dans ce pays, dans le cadre même professionnel. Aujourd'hui, les gens ne travaillent plus parce qu'ils vont s'atteler à faire facilement une moto et avoir facilement leur gain. Et sur le terrain, on a un manque criard de techniciens. Parce que tous les enfants ou tous les gens qui travaillent ont un niveau BEPC probatoire bac. La seule activité qu'ils ont à faire, c'est la moto. Et ils ne peuvent pas se référer à autre chose. C'est vraiment une très bonne malédiction pour le Cameroun, le bensikin. On ne peut pas dire tout d'un coup bénédiction ou malédiction. Quelque part, elle nous sauve. Il suffit dans toute discipline. Il faut juste une discipline dans tout ce qu'on fait. Elle nous aide au moment des embouteillages et autres. Mais autre chose, quand ils décident de faire le désordre, c'est la catastrophe. Franchement, il suffit juste de mettre de l'ordre dans cette profession. Moi, si je peux appeler ça une profession. Bénédiction. Parce qu'ils aident les citoyens camerounais parfois pour les services, pour ne pas être en retard au lieu de les services. Si peut-être le service était à 7h30 et que tu attends la voiture, il faut que le taxman puisse faire le plein. Et c'est des heures qui s'en vont comme ça. Et pourtant, avec le bensikin, avec 15 minutes, 20 minutes, vous êtes au lieu de service. Voilà pourquoi moi je trouve que c'est bénédiction. Votre point de vue après ceci? Oui, le Volsport a relevé un point très important. C'est une source de revenus facile finalement. Et c'est là le grand danger avec la moto, le transport par moto. Le fait que l'activité ne soit pas véritablement régulée
Donc la pénétration dans l'activité ne demande pas des frais d'entrée. Vous ne payez nulle part pour devenir bench skinner. Vous pouvez, comme la dame a dit, prendre votre moto si vous sentez que vos revenus ne vous arrangent plus, vous voulez les rallonger, vous décidez, vous devenez bench skinner. Et on ne vous demande pas d'avoir autre chose que votre chasuble. Si vous avez votre chasuble, ça va. Donc avec cette pénétration facile dans l'activité, vous avez des individus donc, qui ne veulent plus commettre des efforts pour apprendre d'autres métiers qui sont aussi utiles à la société. Et malheureusement, on le constate avec les jeunes. Et il faut voir de plus en plus, certains, les mototaxis, ils sont de plus en plus jeunes. Surtout ceux qui viennent du nord ou de l'extrême nord. Vous avez des jeunes, moi j'ai vu plusieurs fois des jeunes, vous vous demandez si... Des babanas. Oui, parfois il n'a même pas 19 ans, mais il est déjà... Sur la moto. Oui. Ça montre qu'il n'y a pas une régulation. S'il y avait une régulation de l'activité, eh bien, il y aurait un âge à partir duquel l'individu serait admis. Et il y aurait des conditions à partir desquelles on serait autorisé à exercer la profession. Mais non, il n'y a pas ces conditions. Donc, c'est finalement tellement pour eux que vous avez même des personnes qui sèchent l'école et préfèrent se retrouver avec une moto. Vous avez des gens c'est devenu un phénomène qui touche la scolarité des jeunes. Donc, vous avez des jeunes qui abandonnent leur scolarité simplement parce qu'il y a l'opportunité des revenus avec la moto. Il s'est dit, avec la moto, je peux m'autonomiser. Et ça arrange les familles. Pourquoi? Parce que dans les conditions où les perspectives d'emploi sont assez faibles, dans les conditions où parfois les familles font face à des difficultés économiques certaines et réelles importantes, pour certaines familles, c'est soit un bon débarras, soit une opportunité de voir enfin ce jeune qui était en plein processus de maturation de sa personne à l'école, trouver une activité qui va lui permettre non seulement de faire des revenus, mais de participer également aux besoins de la famille. Donc pour certaines familles, ça les arrange. Donc, vous voyez, ça amène les enfants à décrocher à l'école. Ils arrêtent leur scolarité et ils se lancent dans l'activité simplement parce que l'activité n'est pas régulée. Si elle était régulée, certainement que ce ne serait pas aussi facile. Voilà. Now, I just want to ask this question. What can really explain the hostile and inmanent attitude of most of these bike riders? What can explain the hostile, like they are very aggressive, very rude, like what can really explain that attitude of them? Leur comportement agressif est certainement dû à l'environnement dans lequel ils opèrent. Si vous regardez, par exemple, les bench skinners, ce que vous dites agressif, c'est beaucoup plus dans des villes comme Douala. Parce que quand vous allez dans certaines villes, par exemple à Limbe, moi j'ai vu, à Limbe, les bench skinners sont beaucoup plus polis. C'est un paradoxe. Mais ça s'explique parce que dans l'environnement, par exemple, de la ville de Douala, vous avez un environnement où la densité sociale et le type d'interaction qu'on a au niveau de la route, c'est différent. C'est des interactions qui sont parfois très conflictogènes. Vous avez par exemple les bench skinners, les mototaxis, qui sont carrément aujourd'hui en opposition avec les taxis sur la route. C'est carrément deux corps de métier qui sont à la lisière d'un conflit toutes les minutes. C'est comme des gangs, un groupe de gangs. Et vous avez aussi la perception sociale que les gens ont du bench skinner. Ils ont toujours, parfois, ils ont l'impression qu'ils sont l'objet d'un regard méprisant, ou bien d'un regard d'une certaine... Ça frustre l'acteur qui exerce dans l'activité. Donc c'est rare de trouver un bench skinner qui est poli, qui est gentil et qui est prêt à écouter. Dans cet environnement-là, il est toujours sur ses gardes. Vous avez certains qui sont toujours prêts à dire le premier mot déplacé. C'est certainement dû à cette atmosphère. Et puis, nous sommes dans une ville, il faut aussi regarder le climat. Il fait extrêmement chaud. Donc, ils deviennent fous.
ils passent la journée, je ne sais pas trop, mais dans de telles conditions, ça affecte certainement le tempérament parce qu'il exerce avec... Il y a d'abord la pression des autres corps de métier, par exemple les taximans. Il y a la pression des clients qui sont toujours en train de les juger, parce qu'il faut aussi regarder ça. Le client apprécie toujours le mototaxi d'une certaine manière. Et il y a les conditions climatiques. On est dans une ville où il fait très chaud. Certainement, ça affecte le tempérament. Refus social et refus de soumission à l'administration fiscale. Oui, les actes de résistance, ils sont énormes. C'est un corps qui est essentiellement frondeur. Les Benskinners sont essentiellement frondeurs. Ça doit être dû certainement au profil social qui est majoritaire. On a parlé des intellectuels, des jeunes diplômés qui accèdent, mais puisque la profession est poreuse, on a aussi un taux d'accessibilité et d'intégration des personnes qui n'ont pas une formation scolaire importante. C'est parfois des gens qui ont un profil assez simple, niveau CEP, BEPC maximum, qui se retrouvent en grande majorité avec les motos. Et donc, ces personnes-là sont généralement des personnes qui, de manière naturelle, sont très réfractaires au changement. Et donc, parfois, ces personnes perçoivent même l'administration comme un danger pour la profession. Donc, du coup, ces profils-là font qu'ils sont toujours sur la défensive, prêts à la résistance, prêts à aller au front. Et quand on parle de déviance, la déviance comme catégorie mobilisatrice et de socialisation. Oui, il y a les phénomènes de déviance, surtout avec la montée, la volonté de faire plus de revenus. Cette volonté a fait que beaucoup de transporteurs par moto se sont retrouvés dans la toxicomanie. Ils consomment beaucoup de stupéfiants, les tramadol, d'autres substances. Vous allez voir que moi j'étais surpris de voir que dans certains coins, dans certains carrefours, vous voyez des grosses barriques avec du café. Dans une ville comme Douala où il fait extrêmement chaud, vous demandez pourquoi ils boivent autant de café, et surtout à midi, vous vous demandez pourquoi. Et après, on vous révèle que non, c'est des zones parfois de consommation de stupéfiants. Oui, parfois c'est mélangé au café, et ils en consomment. Et ça leur permet donc de tenir plus longtemps, parce qu'il y a des Benskinners qui vous disent qu'ils travaillent 3 jours d'affilée. 3 jours d'affilée. Sans dormir, les babana. Oui, sans dormir. Et il prend un jour de repos. Et là, ça leur permet de faire d'énormes revenus qu'ils peuvent épargner. Wow. Wow. Yes, there is another question. Like, I'm kind of confused because we have this set of people, this set of bike riders. They call them, is it Bamana, Wajo? They're kind of very dark. Yes, they are very, very, very dark in complexion. Most of them, even they don't understand French. They speak just their dialect. I used to ask myself, like, why would someone like this, someone that doesn't even understand French, he speaks just his dialect, will be allowed to ride a bike in an economic or capital like Douala? Justement, l'absence de régulation fait que c'est accessible à tout le monde. Et particulièrement les babanas, il y a 2 catégories. Vous avez des babanas camerounais qui ont leur façon de concevoir, parce que si vous discutez avec les babanas camerounais, ils vous permettent aussi de comprendre les autres babanas. Les autres babanas, c'est parfois des réfugiés centrafricains qui puisqu'ils ont le même faciès que les nordistes, les populations du Nord Cameroun. Donc on les confond. Mais les ressortissants du Centrafrique qui sont dans la profession sont un véritable problème, parce que beaucoup, ils viennent des conditions d'un pays en guerre. Et malheureusement, ils transportent la psychologie de leur pays dans le nôtre, dans leur secteur d'activité. Ils sont hyper frondeurs, et ils sont très portés à
à une riposte violente Voilà. en cas de conflit. C'est véritablement un facteur à risque quand vous prenez cette catégorie, les babanas. Parce que vous ne savez généralement pas avec qui vous êtes. Vous dites que vous êtes avec un ressortissant du Nord Cameroun, alors que vous êtes avec un réfugié centrafricain. C'est justement, ou tchadien. oui, c'est justement là le grand problème de l'absence de régulation. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas une régulation qui permette de donner à la profession des gages de sécurisation et de sécurité pour le passager, on a donc toutes sortes d'individus qui peuvent prendre une moto. Et nous aujourd'hui, le grand travail auquel nous pensons qu'il faut s'atteler, c'est que les autorités doivent travailler avec les syndicats de moto, les différents syndicats, pour structurer cette profession, pour que l'entrée dans la profession soit régulée et que les acteurs qui l'intègrent puissent intégrer un schéma de fonctionnement. Parce que quand vous entrez dans des professions qui sont bien organisées, vous ne pouvez pas faire n'importe, vous ne pouvez pas agir n'importe comment. Vous pouvez agir, par exemple, si vous entrez aujourd'hui, si vous allez rencontrer, je prends un cas de profession indépendante qui est bien organisée. Si vous allez, par exemple, rencontrer un avocat, vous savez que vous devez payer des frais d'ouverture du dossier. Vous savez exactement dans quelle fourchette on paie, ces frais sont taxés. Vous savez également quel type de relation vous pouvez avoir avec un avocat et comment, en cas de conflit, vous pouvez vous comporter avec le dit avocat. Parce que c'est une profession organisée. Les médecins, c'est aussi pareil. Donc, les professions libérales ou bien les professions indépendantes ne sont pas des vides organisationnels. C'est toujours des métiers qui sont organisés. Mais seulement là, c'est un métier très, très poreux. Voilà, la profession doit être encadrée et contrôlée. Tout à fait. La ligne est ouverte, vous pouvez appeler. On avait juste un petit, voilà, que l'ingé son Yvan Babou il s'est battu pour vous permettre d'appeler. Donc vous pouvez appeler au numéro de téléphone, soit pour donner votre avis, soit pour poser une question. Voilà. J'avais une question. Hein. Oui, vas-y, Calvin. Est-ce que depuis que comme on le sait au quartier, est-ce que depuis que les Benchikina ont pris le pouvoir, est-ce qu'on peut dire que, on a fait les statistiques pour voir si le taux des accidents ont augmenté depuis ce temps-là ou pas? Parce que n'oublions pas aussi les babalas dont on parle. Il faut dire que chaque jour que Dieu a créé, les têtes sont en bas des camions. En bas des camions. Tu entends le camion écrasé là-bas, écrasé. Tous les jours, on entend qu'ils sont morts. Est-ce qu'on peut dire que le taux d'accident a vraiment radicalement augmenté? Bon, les instances du ministère du Transport ne mettent pas à disposition ces statistiques sur les accidents. Sinon, on les aurait partagées ici. Si on les a, on va voir ce qu'on peut avoir. Ce qu'on sait des données que la gendarmerie donnait, c'est que le taux d'accident le plus élevé, c'était sur les axes interurbains. Un peu Douala-Yaoundé. C'est là avec la moto? Non, avec de manière générale. Bus, oui. C'était les zones où on avait le taux d'accident le plus élevé. Dans les grandes villes, les statistiques ne rendent pas encore compte de ce qui du phénomène d'accident. Comment ça se répartit? Sorry, Mr. Jonathan, on a normal norm, right? How many person a bike is supposed to carry? Because from the image, there's a video we just passed. I don't know if Mr. Efis can put back that video. We see that particular bike rider carrying more than 6 or 7 persons on a bike, like which is not even safe. I don't know how this person did it, but we see 7 or 8 persons because if you want to count even with a bike rider. So I just want to know, like, how many person on a normal norm it's a bike supposed to carry? Like, how many persons are they supposed to carry on a bike? La moto, normalement, ne peut transporter que 2 personnes. C'est le principe avec cet engin. C'est le chauffeur et son passager. Maintenant, dans son usage commercial. Ils ont, les acteurs ont certainement
trouvaient qu'avec un passager, ça ne leur permettait pas de rentrer dans leurs frais. Exactement. Donc, ils ont normalisé la situation avec 2 passagers. Maintenant, dans les zones rurales, parce que ça, c'est une image de zone rurale, vous voyez que les messieurs ont les machettes, les bidons, certainement, ils sont en train d'aller au champ. Là-bas, si la régulation doit être importante dans les villes, dans le milieu urbain, dans les zones rurales, cette régulation doit beaucoup plus porter sur les éléments sécuritaires. En matière de... Il faut quand même savoir qui fait quoi, qui exerce dans la zone rurale. Mais dans les zones rurales, on est dans des zones où le transport, la question du transport de la zone d'habitation jusqu'au champ, c'est vraiment un problème épineux en zone rurale. Si on est très rigide avec ces transporteurs en zone rurale, on risque d'avoir des paysans qui vont supporter des coûts énormes pour la production de leur... D'accord. On va prendre quelqu'un qui a envoyé quand même un appelant, qui malheureusement a juste laissé un voice. Yvon, merci de nous faire écouter. Bonjour à vous sur le plateau, c'est un plaisir de vous voir. Très belle émission. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Bonjour à toute l'équipe des rendez-vous. Voilà, un mototaximan, bénédiction ou malédiction. Je voudrais dire 2 choses, vraiment, si vous me permettez, pour participer à cette émission. Je ne parle pas comme votre invité habituel, mais je parle ici sous ma casquette de géographe environnementaliste. Pour dire que, honnêtement, les bains skinners, ou alors, vous voulez, la profession de mototaxi telle qu'elle se pratique chez nous, en dehors de tout ce que l'expert sur le plateau a déjà présenté et ce que le Vospop a dit, je voudrais relever que, honnêtement, cette profession présente un visage hideux de nos villes. Et si rien n'est fait par les pouvoirs publics, je vous assure que d'ici 5 ans, pour moi, ce que je décris, ce que j'appelle souvent comme une calamité, se fera de plus en plus nocive pour notre société. Et ce sera difficile de rentrer en arrière pour résoudre ce problème. Tenez, vous devez comprendre que parmi les pollueurs, les plus grands pollueurs dans le monde, il n'y a pas que les industries, il y a le transport. Le transport est parmi les plus grands pollueurs dans le monde. Et dans la ville de Douala, du point de vue environnemental, vous allez vous rendre compte que ces benz-skinners ou alors ces motos sont devenus vraiment un grand pollueur. Non seulement par les émissions de CO2, mais également du fait de l'entretien des motos. Essayez de voir où est-ce que comment se fait l'entretien des motos. Vous avez de l'huile qui est déversée sur la chaussée et aux abords de route et ça ne trouble personne. Je voudrais m'arrêter là pour ne pas aller trop loin. Deuxièmement, toujours du point de vue environnemental, mais là, sur le plan de l'urbanisme, je disais tout à l'heure que c'est un problème, ça devient difficile de circuler dans la ville de Douala. Ça devient extrêmement difficile. Et si rien n'est fait, je vous assure qu'à un moment, les taxis vont disparaître et même les personnels, entre guillemets, ne pourront plus circuler. Donc je voulais le dire rapidement avant la fin de votre émission. J'espère que cela apportera quelque chose de mieux dans nos différents travaux. Merci beaucoup. Voilà, c'est le révérend Messinage qui a appelé là. Alors, on sort, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, malheureusement. Que dire à la sortie pour se séparer? Il faut un travail, ce que disait le révérend est extrêmement vrai. Il faut un travail des autorités pour que cette activité
qui est déjà en train d'aider beaucoup de Camerounais parce que aujourd'hui, vous avez des gens qui ils sont entrés là dans les années 90, 95. Ils croyaient que c'était pour quelques jours. Aujourd'hui, ils ont pris leur retraite carrément avec cette moto. Donc, des gens ont fait carrière, des gens dans les années 2000. Aujourd'hui, ça fait 23 ans, ont travaillé avec la moto. Il y en a qui ont réalisé, qui sont sortis du secteur, sont allés dans d'autres secteurs qu'ils ont investi. Si l'activité a pu produire ça dans le temps, ça veut dire que c'est une activité qui propose une identité durable. Ce n'est pas une identité provisoire. C'est donc une identité professionnelle à part entière. Il faut effectivement que les autorités en prennent compte. Dans la planification urbaine, il faut désormais intégrer dans la construction des routes, il faut intégrer qu'on a le phénomène des mototaxis. On ne peut plus simplement faire des routes en disant nous aurons un parking pour les véhicules, comme si la ville n'a que des taxis ou des cars. On a également les mototaxis. Et les autorités devraient travailler à la régulation de cette activité véritablement, pas les mesures opportunistes qu'on remarque jusqu'à présent. Merci beaucoup Jonathan Batengene qui est sociologue ici à Douala. Donc merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus et de répondre à nos questions. Merci Cathy. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit dans mon WhatsApp que le jour que la moto va lancer Jonathan à terre, il va me parler comme ça. Mais Jonathan, merci parce que vous me dites que ce qui est vrai et vraiment vous êtes très convaincant. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été parmi nous, d'avoir été avec nous pendant 2 heures. Demain, on va recevoir un cardiologue. On parlera des maladies cardiovasculaires au féminin. Vous allez comprendre qu'il y a une différence entre les manifestations des maladies cardiovasculaires chez l'homme et chez la femme. Allez, on se retrouve demain quand il sera 10 heures. Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao. Ciao.